Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la table ronde de Fairstone intitulée Les femmes et l'éducation financière, une question d'équité. Je m'appelle Amir Gorgi, je suis le directeur financier de Fairstone et je suis également le parrain exécutif du comité des femmes de Fairstone. À ce titre, je m'engage à aider ce groupe dirigé par des employés à constituer un vivier diversifié autour des objectifs de parité de l'organisation, comme la diversité, l'équité et l'inclusion. J'ai décidé de m'impliquer dans cette importante initiative parce que je dois beaucoup de mes succès professionnels aux femmes incroyables avec lesquelles j'ai travaillé et dont j'ai appris tout au long de ma carrière. C'est pourquoi je suis ravi d'être votre hôte au panel d'aujourd'hui. Avant de commencer, la discussion se déroulera en anglais, mais pour ceux et celles qui préfèrent l'écouter en français, vous pouvez cliquer sur l'icône interprétation, le petit globe au bas de Zoom, sélectionner français et veuillez cliquer sur Éteindre le son original ou Mute Original Audio. Vous pouvez également envoyer vos questions à nos panélistes par l'intermédiaire de la boîte de questions-réponses au bas de votre écran Zoom et nous ferons un plaisir d'y répondre au cours de la paire de questions à la fin du webinaire. Nous avons programmé ce webinaire pour marquer la Journée internationale de la femme qui aura lieu demain et pour célébrer les réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes, tout en lançant un appel à l'action pour accélérer la parité entre les hommes et les femmes et miser sur l'équité. En tant que prêteur communautaire de confiance depuis près de 100 ans, Fairstone s'est engagé à faire la différence là où nous vivons et travaillons et dans les secteurs qui revêtent une grande importance pour notre organisation, comme l'éducation financière, l'autonomisation des femmes et le soutien à nos communautés. Le fait d'être ici aujourd'hui avec nos excellentes panélistes est une très bonne représentation de ce que nous faisons et de la raison pour laquelle nous le faisons. Alors, nous avons aujourd'hui autour de la table des leaders fantastiques qui discuteront de l'état actuel de la littératie financière chez les femmes au Canada. Nous penchons sur des sujets comme comment les femmes peuvent surmonter les obstacles à la dépendance financière, à quoi ressemble une éducation financière inclusive et accessible, comment améliorer la littératie financière et l'autonomisation des femmes et en quoi ça profite à l'ensemble de la société. Pour préparer le terrain, j'aimerais souhaiter la bienvenue à nos panélistes. Je souhaite la bienvenue à Suzanne, Sejal et Julie sur la scène virtuelle. Bonjour. Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui et je suis très content d'être ici et j'ai hâte de passer les 90 prochaines minutes avec vous pour parler de comment les femmes et l'éducation financière peuvent contribuer à l'équité. Alors, je vais commencer par une brève présentation de chacun de nos panélistes. En passant, si vous souhaitez en savoir plus sur nos intervenants, vous trouverez leur biographie complète sur la page événements de fairstone.ca. Commençons par Suzanne. Suzanne Duncan est la vice-présidente de la philanthropie à la Fondation canadienne des femmes. Depuis 20 ans, Suzanne aide des organisations de justice sociale à atteindre leur potentiel philanthropique. Aujourd'hui, à la Fondation canadienne des femmes, Suzanne fait progresser la justice entre les sexes et veille à ce que les femmes, les filles et les personnes non binaires ne soient pas laissées pour compte alors que nous remettons de la pandémie. Bienvenue, Suzanne. Ensuite, nous avons Sejal Patel. Sejal est fondatrice et PDG de Sage Wealth Consulting, une plateforme de conseil et d'éducation financière dont la mission est d'aider les femmes à atteindre l'indépendance et la sécurité financière grâce à Sage L et à sa série de programmes en ligne. Elle est également la créatrice et l'animatrice de Strictly Money, la seule émission nationale de finances personnelles au Canada, et a été présentatrice et correspondante pour Business News Network, BNN, et CNBC Asie. Merci d'être avec nous, Sejal. Ça fait plaisir d'être ici. Et enfin, nous avons Julie Haché. Julie est entrepreneur, coach, investisseur providentiel et ancienne directrice technique. Elle accorde une grande importance aux startups et à l'esprit d'entreprise, ainsi qu'à la réflexion à long terme, durable et à l'apprentissage conscient pour construire une résilience durable face à ce qui nous attend. Elle est également très orientée sur la communauté et les entreprises sociales et porte ses valeurs dans ses entreprises, ses investissements et ses rôles de conseillère. Elle est membre du conseil d'administration national de JA Canada. Merci d'être avec nous, Julie. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes d'être ici. Nous sommes prêts pour une excellente discussion sur les femmes, les finances et le bien-être. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Je vais demander à chacune d'entre vous de nous donner un aperçu de votre organisation.
et ce que vous faites du point de vue de la littératie financière. Céjal, commençons par vous. Oui, bien sûr. Premièrement, Amir, merci énormément à vous et à l'équipe de Fairstone d'avoir organisé cet événement. Je sais que vous avez travaillé très fort à l'organisation. C'est notre première collaboration. Alors, merci et merci aux 180 personnes qui sont en ligne avec nous, qui priorisent leur santé financière. C'est une très belle participation. Alors, pour répondre à votre question, j'ai parti Sage L en 2017. Je vivais à Hong Kong à l'époque encore. J'avais quitté l'industrie financière depuis peu. Pour ceux qui ne savent pas, je suis dans l'industrie financière. En fait, j'étais dans cette industrie pendant 20 ans, dans plusieurs rôles, en tant que conseillère, stratégiste de placement et, comme vous l'avez dit, journaliste financière pendant une grande partie de ma carrière. Et une des choses que je savais très bien dans ces plus de 20 ans, c'est que tout le monde a à cœur l'argent. Tout le monde en a besoin pour survivre et pour s'épanouir. Sauf que très peu d'entre nous avons appris les compétences nécessaires pour bien gérer son argent. Très peu de personnes, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne à l'école, ce n'est probablement pas enseigné correctement à la maison non plus. Et je voulais changer ça. Et je voulais changer le dialogue, je voulais changer euh, la narration qui porte sur l'argent. Et quand je faisais des recherches, je constatais quel défi, à quel défi font face les femmes. Et en tant qu'une une femme célibataire qui a dû prendre des décisions financières, je voulais changer la situation et soutenir les femmes. Alors, mon organisation est née et, comme l'a dit Amir, j'ai une série de programmes en ligne pour les femmes exclusivement où je leur enseigne des compétences et ensuite elles peuvent en fait se prendre en main. Mais je savais également que j'étais seul et une seule personne ne peut pas changer le système. Alors, je travaille avec des organisations qui, selon moi, sont impliquées dans le domaine, donc des institutions financières et autres, euh, pour mieux servir les femmes. Je travaille avec des entreprises ordinaires. Et puisque je voulais que la conversation soit vulgarisée, accessible à toutes, j'ai décidé de partir une émission de télé. Donc, c'est là que Strictly Money est né également. C'est merveilleux, exceptionnel. Julie, voulez-vous vous présenter? Votre micro est éteint. Merci énormément de m'avoir invité avec mon collègue Lester Panel. Nous sommes, en Canada, nous avons un partenariat qui dure depuis 5 ans avec Fairstone. Et encore une fois, je suis très contente de faire partie de cet événement. Merci de l'avoir organisé. C'est un événement fantastique et merci à tout l'auditoire également. Je vous parle de JA Canada. Alors, JA, notre programme inspire les étudiants pour qu'ils comprennent leur propre potentiel, établissent leurs objectifs de vie et réussissent dans la vie et dans les affaires. Nous accomplissons ceci en établissement des établissements des partenariats avec des établissements. Nos programmes reposent sur 3 piliers: la littératie financière, la préparation au travail et l'entrepreneuriat. L'an dernier, les initiatives pan-canadiennes de JA ont permis de rejoindre plutôt plus de 270 000 élèves de la 3e à la 12e année, dont 136 000 filles. Notre programme d'éducation financière a touché plus de 140 000 élèves, dont 50 sont des filles. J1 s'efforce également d'éliminer les obstacles à l'éducation financière, en particulier dans les régions non desservies du pays, y compris les communautés rurales et les quartiers défavorisés, qui sont une grande priorité pour nous à l'heure actuelle, et en créant une plateforme en ligne accessible et attrayante sur jacampus.org pour héberger toutes les plateformes en ligne de JA où les étudiants, les enseignants, les bénévoles et les parents peuvent accéder à des programmes autogérés, dirigés par des enseignants et des bénévoles. Merci encore une fois. C'est merveilleux. Alors, bienvenue. Et Suzanne, bonjour. Je suis très content d'être ici aujourd'hui, la veille de la Journée internationale de la femme, pour parler des femmes et de la littératie financière. Je représente la Fondation canadienne des femmes qui existe depuis 35 ans et qui vise à sortir de la pauvreté les femmes et les jeunes filles de la pauvreté grâce à son programme de développement économique. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer comment nous arrivons à cette fin par le développement économique.
qui a été soutenu de façon généreuse par Firestone, la financière Firestone depuis 2021. Ces programmes accroissent la stabilité financière et l'autonomie des femmes en leur offrant une formation dans 3 domaines clés: les métiers spécialisés, la technologie, l'entrepreneuriat et l'acquisition d'une expérience professionnelle dans des entreprises à but social. En outre, les participantes au programme reçoivent une formation à la littératie financière et bénéficient de mentors et ont la possibilité de renforcer leur réseau professionnel. Alors, c'est un programme assez global qui est financé pour permettre aux femmes de maximiser leurs chances de réussite et euh, qui leur offre un soutien global, comme des services de garde d'enfants ou des subventions, des prêts pour le matériel de cours et des références pour d'autres services dont les participantes pourraient avoir besoin. Et la Fondation milite au niveau national pour un changement systémique et politique sur les questions qui ont un impact sur l'indépendance financière des femmes, y compris l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, qui persiste encore aujourd'hui. Et nous concentrons également sur les politiques discriminatoires, le harcèlement sur le milieu de travail. Et nous voulons apporter une réévaluation de l'économie des soins au Canada où de nombreuses femmes travaillent, où elles ne sont pas valorisées à la hauteur de leur valeur. Alors, nous sommes ravis d'annoncer l'engagement récent de Firestone, la financière Firestone, de continuer à soutenir notre programme de développement économique pendant encore 4 ans. Cet investissement à long terme assure à la Fondation une stabilité qui renforce notre croissance et notre planification pour l'avenir. Alors, merci énormément et merci de nous permettre de faire partie de ce panel aujourd'hui. C'est très bien. Nous sommes très heureux de le faire. Alors, merci pour ces aperçus. Je sais que notre auditoire veut toujours en savoir davantage sur vous et ce que vos équipes font. La littératie financière est un vaste sujet, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? De mon point de vue, la littératie financière signifie avoir les compétences et les connaissances nécessaires pour prendre des décisions éclairées sur la gestion de son argent. Pourquoi c'est important? Eh bien, pour de nombreuses raisons, mais par exemple, 4 Canadiens sur 10 déclarent que l'argent est une préoccupation quotidienne et un tiers des Canadiens à faible revenu déclarent se préoccuper presque constamment de l'argent. Moins de la moitié des Canadiens, 46 ont un budget personnel et près de 6 adultes Canadiens sur 10 ne savent pas combien d'argent ils ont besoin d'épargner pour leur retraite. Alors, dans ce contexte, j'aimerais demander au panel, comment vous décririez l'état de la littératie financière chez les femmes au Canada à l'heure actuelle? Commençons par vous, Sejal. Bien sûr. La littératie financière, c'est un phénomène important. Je ne crois pas qu'il y ait de définition claire de ce concept. Chaque organisation a sa propre définition et j'en ai lu plusieurs définitions de la littératie financière. Mais l'OCDE a créé un test sur la littératie financière qu'ils utilisent dans plusieurs pays. Donc, pour qu'on puisse faire comparer des pommes avec des pommes, par exemple. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont demandé, en fait, ils ont posé cette question pour tester la compréhension de base des concepts financiers généralement considérés comme utiles. Par exemple, comprenez-vous euh, la relation entre le risque et les avantages? Comprenez-vous l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat? Savez-vous calculer les intérêts simples sur l'épargne? Etc. Alors, ils posent une série de questions comme celle-ci. Et ce qu'ils ont découvert, c'est qu'au Canada, seuls 60 des Canadiens ont atteint le seuil minimal de connaissances, c'est-à-dire une bonne réponse à 5 sur les 5 des 7 réponses. Si on se penche sur l'écart entre les hommes et les femmes, 72 des hommes, on pourrait répondre à au moins 5 réponses correctement et seulement 50 des femmes l'ont fait. Alors, quand je pense à ceci, je me rends compte que, en fait, je crois que bon nombre de femmes en sont surprises. Elles se disent qu'elles vivent dans un pays, en fait, pays avancé. Et, comment se fait-il que ces femmes n'ont pas ces connaissances? Et en Chine, le taux de littératie financière des femmes est plus élevé qu'au Canada. Et je crois qu'il y a un manque de compréhension parfois. C'est que la littératie financière seule ne détermine pas la réussite. Et je suis allé à un événement, je participé à des conférences sur la littératie financière de temps en temps, et le terme que les experts en littératie financière utilisent davantage maintenant, c'est la capacité, en fait, les compétences financières, les connaissances de soi.
nécessaire. Si je demande aux gens comment on perd 10 livres, eh bien, c'est des connaissances. Mais qui va réussir à perdre 10 livres? Ça, c'est complètement différent. Alors, la capacité financière porte non seulement sur des connaissances, ce qui est très important, oui, mais aussi sur la confiance, votre comportement, votre attitude face à l'argent. Parce que si vous n'avez pas ce genre de choses, d'atouts, vous n'allez même pas commencer à apprendre. Et ce que vous faites après avec ces connaissances, il faut appliquer les connaissances à sa situation personnelle. Et ce qui est encore plus important, c'est qu'il faut utiliser ces connaissances, les mettre à contribution. Alors, tous ces éléments sont importants parce que si vous savez ce que vous faites, mais vous ne faites rien, vous n'allez probablement pas réussir. Si vous ne savez pas que faire, vous n'allez pas réussir non plus. Alors, c'est très important. Savoir et agir. Très, très intéressante perspective. Suzanne, voulez-vous ajouter quelque chose? Je pense que c'est important de se pencher sur l'histoire de la femme dans le monde financier. Et en fait, un fait qui ressort pour moi, c'est que les femmes n'ont été autorisées à avoir des comptes bancaires propres que dans les années 70. En 77, on n'a pas le droit d'avoir des emplois, on n'a pas le droit d'emploi si on était marié. Et ça a pris que les années 60, 70 arrivent pour que ce genre de choses changent. Mais il y a beaucoup d'inégalités d'un secteur à l'autre, surtout dans les emplois qui paient davantage, comme les postes de cadre et d'autres postes qui sont en général attribués à des hommes. Alors, on parle de changements qui ont été radicaux pour les femmes dans les 70 dernières années. On voit comment ces faits ont eu des répercussions qui existent aujourd'hui. Donc, on voit que la littératie financière est genrée et que les femmes font face à plus d'obstacles pour gagner de l'argent, économiser de l'argent et prendre de bonnes décisions financières. La recherche montre également que dans les couples hétérosexuels, le partenaire ayant des revenus les plus élevés, qui en général est l'homme, a tendance à prendre en charge la planification, la prise de décision financière à long terme. Et ça montre, encore une fois, en fait, c'est quelque chose qu'on voit partout au Canada, encore et encore. Alors, on a beaucoup parlé de pandémie, mais la pandémie a également mis en évidence le fait que dans les situations de crise, l'indépendance financière des femmes est souvent sacrifiée au profit des responsabilités familiales comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, ce qui fait que les femmes quittent le marché du travail ou travaillent moins, travaillent à temps partiel, travaillent de façon temporaire pour qu'elles puissent s'occuper de ses tâches familiales. Donc, ça les met dans une situation encore plus vulnérable sur le plan financier. Alors, tout ça, c'est un sujet urgent pour nous. Et voici le moment opportun d'en parler. C'est urgent parce que nous savons également que les femmes ont tendance à vivre plus longtemps que les hommes, ce qui veut dire qu'elles sont à fort risque de faire face à des enjeux financiers dans leurs dernières années. Mais à cause de cet écart dans la littératie financière, elles arrivent souvent à l'âge de la retraite avec moins d'argent d'accumuler pour leur retraite. Donc, ils sont dans un cercle vicieux, une spirale descendante, et il faut briser ce phénomène. Il faut s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde, au même diapason, pour qu'on puisse assurer la productivité de toutes les personnes au Canada. Vous avez mentionné des choses très importantes. Oui, Julie, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Je vais développer un peu sur ce que vient d'être dit. Comme l'a dit Sejal, il y a d'autres études de l'OCDE qui ont été faites sur les enfants qui montrent que malheureusement, les filles sont moins confiantes que leurs homologues masculins lorsqu'il s'agit de gérer de l'argent. Donc, on le voit déjà chez les jeunes filles. Seuls 12% d'entre elles se sentent capables de prendre des décisions financières. Dans cette même étude, on constate que 86% des filles veulent savoir comment mieux gérer leur argent. Alors, ce sont des chiffres bien réels sur lesquels il faut se pencher pour sortir de la situation des jeunes. Du point de vue anecdotique, pour avoir travaillé régulièrement avec des femmes entrepreneurs balbutiement de leur carrière, avec des amis, des connaissances, je dirais que le manque de confiance de ces femmes est vraiment remarquable. La plupart des femmes avec lesquels j'ai discuté de finances ont exprimé une certaine incertitude quant à leur connaissance et leur capacité en la matière. Et, et qu'elles doutent souvent de leur capacité à planifier correctement leur avenir du point de vue financier.
Donc, c'est comme si on ne savait pas vraiment comment s'embarquer dans ces enjeux. Donc, l'argent, la planification financière et la fiabilisation sont si rarement abordés au sein des groupes de femmes qu'il y a un réel sentiment d'inaccessibilité. Merci. Et je vous écoute et je constate que vous avez beaucoup de perspectives très intéressantes. Mais la situation est alarmante. En tant que prêtre responsable, Fairstone s'efforce de développer, de mettre en œuvre différentes initiatives visant à renforcer l'autonomie des femmes auprès de nos employés, mais aussi de nos communautés et de nos clients. Récemment, nous avons lancé notre réseau de femmes, une initiative du Comité des femmes, pour travailler sur l'engagement de notre organisation en faveur de la parité et s'articuler autour de notre pilier de l'autonomisation des femmes. Notre réseau de femmes est un espace de connexion. C'est un lieu où les employés, que ce soit des femmes ou des alliés, peuvent favoriser le pouvoir des femmes par l'apprentissage, le partage et le soutien des pairs. Tout cela dans le but très clair de préparer davantage de femmes à occuper des postes de direction chez Fairstone. Ce n'est qu'un exemple de la manière dont nous essayons d'autonomiser les femmes en matière de leadership et d'éducation financière. Et je suis curieux, j'aimerais savoir quels sont selon vous les obstacles principaux à l'heure actuelle à l'indépendance financière des femmes et comment nous pouvons les surmonter. Suzanne, je vous laisse commencer. Oui, j'aimerais applaudir vos efforts avec l'organisation d'un événement comme celui-ci, les initiatives que vous venez de mentionner, parce que vous essayez de changer la situation, changer la façon dont les femmes peuvent progresser dans l'organisation et je vous applaudis pour vos initiatives. Puisque je représente une organisation qui travaille avec les gens qui font face à de nombreux obstacles, je suis très consciente des enjeux systémiques qui retiennent les gens. La première chose que je veux dire, c'est que la pauvreté au Canada est liée au sexe. Les femmes sont plus susceptibles de vivre avec un faible revenu en raison de problèmes systémiques parmi tant d'autres. Par exemple, le manque d'accès à des services de garde d'enfants abordables de qualité, le manque de logements abordables, la discrimination à l'embauche et dans l'avancement professionnel, ainsi que les familles monoparentales qui ont du mal à joindre les deux bouts. Et il y a l'écart de rémunération persistant entre les hommes et les femmes. Donc, les femmes gagneraient 90 sous chaque fois qu'un homme gagne $1. Mais cet écart est encore plus marqué et creux dans les communautés marginalisées, les personnes qui sont aux prises avec la transphobie, homophobie et autres. Donc, nous voulons mettre le doigt sur cette situation, le fait que les femmes sont aux prises avec des obstacles supplémentaires à cause de la discrimination axée sur le sexe. Et euh, la pauvreté, ensuite, accroît le risque de dépendance économique et de victimisation, car la pauvreté et la violence fondées sur le sexe sont étroitement liées. Si vous avez du mal à payer votre loyer, vous allez être, en fait, vous pouvez être encore plus marginalisé. Pour de nombreuses femmes vivant dans des relations abusives, la dépendance financière et les abus sont des obstacles majeurs qui les empêchent de quitter leur relation, en particulier s'il y a des enfants. Pour de nombreuses femmes, c'est la réalité. Et ce sont des obstacles très importants lorsqu'il y a, comme je le disais, oui, des enfants qui sont impliqués dans la situation. Et c'est un des enjeux qui s'inscrit dans la littératie financière, parce que la littératie financière et l'indépendance financière, et se sentir en contrôle de ses propres ressources, peuvent aider les gens à prendre de meilleures décisions pour elles-mêmes, prendre des décisions qui les rendront plus en sécurité, eux et leur famille. Alors, quand on pense aux femmes, on pense au développement économique et à briser le cycle de la violence parce que ce sont des choses qui sont interreliées. Encore une fois, malheureusement, les femmes ont tendance à être concentrées dans des emplois à salaire minimum, à temps partiel et des emplois précaires, ce qui veut dire qu'il y a moins de possibilités pour elles d'épargner de l'argent et de mettre en œuvre des compétences financières à long terme. Et ça s'est empiré gravement pendant la pandémie dans certains cas, parce que la pandémie a également réduit l'indépendance financière de nombreuses femmes. Nous savons que les femmes ont été les plus touchées par les licenciements dans le domaine en fait, du spectacle, de l'hôtellerie, restauration, et que nombre d'entre elles ont quitté le marché du travail ou réduit leur travail rémunéré pour concilier leurs responsabilités familiales. Oui, j'ai l'impression que votre organisation fait de l'excellent travail. Alors, félicitations. Julie, qu'avez-vous à dire sur les obstacles et comment on peut les surmonter? Oui, je pense que la première chose à dire, c'est que souvent, quand j'explique JA, notre organisation aux gens,
euh, je suis sur le conseil d'administration, j'aime beaucoup parler de ce travail. Eh bien, la première réaction des gens, c'est pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas ces compétences à l'école? Dans mon expérience, ce que j'ai observé, ce que j'ai appris, c'est que les connaissances financières ont longtemps été transmises de génération en génération, généralement entre hommes. Et les discussions sur l'argent étaient une affaire privée dont il ne fallait pas parler entre pairs. Et souvent, c'est impoli de parler d'argent. Vous savez, alors, ça a eu un effet très en fait, d'exclusion, une façon d'empêcher l'indépendance financière pour certaines personnes. Pour celles d'entre nous, les femmes en particulier qui ne sont pas nées avec ce privilège, nous devons nous affranchir de nos propres défis générationnels et systémiques par nous-mêmes pour accéder à ce qui devrait être facilement accessible à tous et à toutes. C'est le mandat de JA, justement, en normalisant et en rendant accessible l'éducation et les compétences financières dès le plus jeune âge, pour tous les enfants et les jeunes. Ça permet à ceux et celles qui n'ont pas ce privilège socio-économique de franchir ces barrières. JA travaille en amont pour s'assurer que les filles ont un accès égal aux compétences de base en matière d'éducation financière. Quant aux femmes qui sont arrivées trop tard, euh, pour JA. Il revient à ceux et celles d'entre nous qui le peuvent d'aider à élever, autonomiser et soutenir les femmes dans le besoin en ayant des conversations, en impliquant les employeurs et en créant des programmes qui sont facilement accessibles et ciblés pour les femmes. Merveilleux. Merci. Sejal, à vous des perspectives sur les obstacles et comment les surmonter. Je crois que Suzanne et Jondi ont très bien circonscrit la question. Il y a des obstacles systémiques, comme l'a dit Suzanne, et des obstacles culturels euh, évoqués par Julie. Quand je parle de ce sujet, je parle également du prix que nous payons à cause de ces problèmes. Suzanne a très bien expliqué la chose. Ma façon d'aborder la question, en général, c'est que 20% de notre écart de richesse de 20% pourrait facilement devenir un écart de richesse de 40 à 50 parce que si les femmes ne font pas autant d'argent que les hommes et elles prennent des pauses dans leur carrière pour s'occuper de leurs parents vieillissants ou de leurs enfants, par exemple, je suis dans une situation où, heureusement, j'ai ma propre entreprise parce que euh, je m'occupe de mon père qui est atteint de démence, donc je savais que j'avais besoin de cette souplesse pour m'occuper de ma famille. Mais lorsqu'on fait ce genre de choses, ça veut dire qu'on économise moins d'argent, et aussi, on contribue moins à, par exemple, un régime de pension, le RRQ, le régime de retraite gouvernementale ou de l'entreprise. Et ces régimes de retraite sont des placements. Alors, lorsqu'on ne contribue pas à ces placements, il y a cet écart de richesse qui part de 20 qui se rend jusqu'à 40-50 Et bon nombre de femmes ne savent pas que cette situation s'opère. Imaginez avoir 40 ou 50 moins d'argent qu'un homme à la retraite. Donc, quand je dis aux femmes que les femmes ont 80 plus de chances qu'un homme de vivre dans la pauvreté, les gens sont surpris. Mais ce que je dis également aux femmes, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas régler d'un jour à l'autre. Alors, on ne peut pas éliminer les obstacles systémiques, ça ne va pas se faire immédiatement. Mais ce qui est à notre portée, c'est la capacité financière. Ça, c'est tout à fait à portée de la main. Nous décidons ce que nous allons apprendre. Nous pouvons prendre un peu de temps pour apprendre les connaissances et compétences, apprendre à mieux épargner, à mieux investir ou à protéger notre patrimoine. Ça, c'est complètement une chose qui est de notre ressort à nous. Et lorsqu'on fait ce genre de choses, lorsqu'on apprend ces compétences et comment fonctionne l'argent, eh bien, on est dans euh, une position beaucoup on est beaucoup mieux placé pour avoir une influence sur les politiques. Parce que, veut pas, on vit dans un monde capitaliste. C'est la réalité. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre. L'argent, c'est le pouvoir. Alors, une partie de ma mission, c'est de faire en sorte que les femmes aient plus d'argent pour qu'elles puissent influencer ces politiques qui vont améliorer nos vies. Mais, oui, pardon, Amir, oui. Et ce que je veux dire pour conclure, c'est que bon nombre de femmes, selon moi, euh, pensent que les femmes ne gèrent pas bien l'argent.
c'est en partie vrai, mais on a tendance à se concentrer sur l'épargne et la budgétisation. Si on se penche sur toutes les narrations qui existent, je veux que vous vous penchiez sur les magazines. Lisez les magazines et les médias, les messages envoyés par les médias. Tout est relié à ce que nous achetons et l'argent que nous faisons. Et notre estime de soi est reliée à l'argent. Et les hommes n'ont jamais ces conversations. Ils ont tendance à se concentrer sur les revenus, bâtir de la richesse, accumuler du patrimoine. Et j'essaie de faire en sorte qu'on change cette narration et qu'on change de perspective. C'est pas simplement, on peut pas bâtir la richesse en économisant, en dépensant moins. Les dépenses augmentent beaucoup plus que les revenus. C'est pourquoi j'essaie de faire en sorte que les femmes se concentrent sur les revenus. Levez la main, portez-vous volontaire pour ce travail, pour cet emploi. Investissez, ayez une source de revenus diversifiée. Vous allez être en bien meilleure posture. Merci pour ces idées. Je pense que c'est notre responsabilité à tous, que ce soit les entreprises, les gouvernements, les personnes, pour nous assurer de faire tomber ces barrières. Nous avons parlé de l'éducation financière et de voir comment nous pouvions éliminer les obstacles à l'indépendance financière des femmes. Chez Fairstone, nous sommes tout à fait d'accord avec vous sur ce point. En tant que prêteur communautaire, l'éducation financière fait partie des piliers de notre responsabilité sociale d'entreprise et nous sommes de fervents défenseurs de ce sujet. Comme Julie le sait, nous sommes un partenaire annuel de JA Canada. Chaque année, en novembre, nous menons une vaste campagne interne et externe. Dans le cadre du mois de la littérature financière, il y a aussi un site web qui a de nombreuses ressources et des contenus éducatifs financiers afin d'aider nos clients et le public en général à acquérir davantage de connaissances sur la façon de gérer leurs finances. Ceci m'amène à ma prochaine question. À quoi ressemble selon vous une éducation financière inclusive et accessible? Pourquoi ne pas commencer par vous, Seja? À quoi pensez-vous? Je pense que nous devons reconnaître que les finances sont une affaire personnelle. J'utilise cette analogie, c'est un petit peu comme une empreinte digitale. Nous avons tous différents points de départ, des ressources diverses, des points de vue et des valeurs à l'égard de l'argent et des objectifs financiers qui sont uniques. Nous avons tous des objectifs personnels et la façon de les atteindre aussi nous est individuelle. Il est important de prendre ceci en compte. Quand je parle de littératie financière ou de richesse financière, on parle de bien-être émotionnel et physique, mais on ne parle pas de bien-être financier. C'est un état d'être qui reflète notre possibilité de faire face à nos obligations courantes. Voulez-vous sentir en sécurité concernant votre futur financier et d'être apte à faire des choix qui vous permettent de profiter de la vie? Tous ces éléments sont individuels. Nos obligations sont diverses. Encore une fois, les ressources aussi diffèrent. Notre définition de profiter de la vie diffère également. Pour moi, l'inclusion, c'est vraiment de rencontrer la personne là où elle se trouve et de les amener où ils souhaitent aller. Et ceci est donc un processus unique à chacun. Un autre point concernant l'accessibilité, je pense qu'il est important de simplifier la compréhension. L'industrie financière n'a pas fait un bon travail à ce sujet. C'est truffé de jargon, de mots compliqués, et donc nous ne le rendons pas très simple. Et les gens se sentent débordés et donc nous tournent le dos. J'enseigne ceci depuis 5 ans et ce n'est pas obligé d'être très compliqué si l'approche est la bonne. L'accessibilité, pour moi, signifie aussi d'ajuster au niveau du temps. Ce que je veux dire, c'est que quand quelqu'un est prêt à apprendre quelque chose, qu'ils aient l'opportunité de se tourner vers quelqu'un et de poser des questions quand ils se retrouvent coincés. Je pense que ceci est essentiel. Il est important de retirer les, les marécages quelque part, puisque les gens dans ces cas-là se sentent dépassés et au contraire de leur donner un coup de pouce, donc de retirer justement ces
C'est glissement. Oui, je vais utiliser ceci dans le futur, que ce soit la boue et les coups de pouce. Oui, tout à fait, au niveau de la définition de l'accessibilité concernant l'éducation financière. Il est important qu'elle soit accessible à tous. D'une certaine façon, il faut se placer en fonction de la personne. Nous nous dirigeons vers eux de la façon dont ils peuvent nous comprendre et non pas l'inverse. Du point de vue de J1, nous considérons la communauté importante que nous desservons. Nous sommes en train de terminer une initiative de cartographie des communautés. En ce moment, nous apprenons un petit peu où sont les gens et quels sont leurs besoins. Nous le faisons à partir d'une approche basée sur des données. Cela, bien sûr, éclairera la stratégie de marketing numérique de JA Canada et l'affectation des fonds du programme en priorisant les communautés dans ces chartes à l'aide de données quantitatives. Bien sûr, en utilisant toutes ces données dans les 3 principaux domaines d'enquête. Nous allons donc nous concentrer sur des régions qui sont mal desservies, qui présentent aussi des régions avec un potentiel de réalisation élevé. Donc, dans ces communautés, nous pouvons avoir un meilleur potentiel, qu'il y ait aussi des zones présentant des caractéristiques socio-économiques ou démographiques d'un intérêt particulier, où il y ait plus de défis qu'ailleurs. Les régions où les livraisons de programmes de GIA Canada sont peu nombreuses. Il y a par exemple dans le nord du Canada et d'autres communautés éloignées où nous n'avons pas réalisé notre potentiel de contacter les personnes. Nous sommes confiants que cette approche va nous permettre de rejoindre plus de jeunes qui n'ont pas reçu de programme de notre part auparavant. Et vraiment, ceci appuie notre engagement à créer un pays plus équitable. D'un point de vue d'une femme, je voulais ajouter que je vois une énorme opportunité pour les employeurs de responsabiliser leurs employés en les aidant et en les soutenant en matière d'éducation financière. C'est disponible, nous parlons déjà d'argent au travail, cela concerne et fait partie de notre travail. D'après mon expérience, et c'était au début de ma carrière, j'aimais vraiment beaucoup Shopify. C'était vraiment au balbutiement et je me souviens que le PDG était vraiment très confiant que ceci deviendrait vraiment énorme et c'était le cas. Et donc, il a organisé des repas d'apprentissage pour apprendre en nous disant, vous savez que vous pouvez peut-être gagner de l'argent qui deviendra vraiment de la richesse. Parlons-en. Il nous apprenait à prendre des décisions éclairées. Nous avons appris de tellement bonnes habitudes de gestion de l'argent. Nous avons bien mieux compris le fonctionnement des investissements. Donc, j'ai vraiment eu de la chance, je pense, d'avoir pu accéder à ce programme. Comme Shopify, bien sûr, a euh, continué sa croissance, la société a été cotée en bourse et elle continue aussi d'offrir du soutien pour les gestionnaires financiers et d'aider les personnes à faire des plans d'épargne et à prendre des décisions financières. Auparavant, je n'avais eu accès à aucune aide ainsi. Donc, ceci m'a vraiment fait grimper d'un cran. Et ces conseils étaient vraiment opportuns. Sinon, j'aurais pris des décisions financières de différentes façons et les répercussions auraient été vraiment différentes pour moi. En finale, je me sens très capable et aussi capable de soutenir les autres. Je pense que les employeurs peuvent avoir vraiment des répercussions importantes sur la liberté financière des financières. Il est important de faire justement tomber ces barrières systémiques, de les éliminer. C'est vraiment une belle histoire. Et vous savez que nous soutenons bien sûr JA Canada. Suzanne, est-ce que vous voudriez faire des commentaires sur ce sujet? Oui, elles en ont parlé toutes les deux, c'est de rencontrer les personnes
en fonction de leurs besoins. Et quand on veut rencontrer les personnes de communautés diverses, où ils en sont, et on doit continuer, considérer plutôt les langages, la colonisation, les différentes culturelles, etc. Donc, je voudrais vous faire part de ce mot et le lancer dans la conversation, le mot de honte. Peu importe toutes les difficultés que nous avons soulignées et les raisons pour lesquelles les femmes sont payées moins et pourquoi elles ne peuvent accumuler de la richesse au même taux. Il y a tellement de honte quand on a un faible revenu ou peut-être que vous ne réussissez pas aussi rapidement que les personnes de l'autre côté. Ceci inclut la littératie financière et cette éducation inclusive ne devrait pas formuler l'hypothèse que la littératie financière est connectée, corrélée aux revenus. Très souvent, les personnes qui ont peu d'argent, ils ont beaucoup de ressources et ils arrivent à maximiser chaque dollar, mais aussi ils sont pénalisés puisqu'ils ont un revenu plus faible, donc ils ne pourront investir, ils ne pourront utiliser les stratégies d'épargne de coûts, par exemple, ils ne pourront trouver des façons de paiement. Donc, en final, ce sera plus coûteux pour eux. Donc, ce que nous avons entendu vraiment très clairement de la part de toutes les personnes dans le pays, et je parle aussi de mon expérience personnelle, puisque j'ai grandi dans une famille à faible revenu. Nous parlons de sortir de la pauvreté. Dans ces cas-là, on parle des régimes de pension et des épargnes à long terme. Ceci n'est pas un objectif que certaines personnes peuvent atteindre. Donc, quand on travaille avec et qu'on gagne un faible revenu, on vit au jour le jour et on est vraiment excellent à gérer l'argent. Par exemple, cette femme elle ressentait tellement de honte puisqu'elle ne pouvait même pas épargner. Il est vraiment important de laisser aller cette honte et de comprendre que c'est depuis si peu que les femmes ont été impliquées dans ces conversations financières. Il est important de reconnaître où en sont les gens et qu'ils se remettent debout plutôt que de les accabler avec de la honte. Plutôt que de dire à quelqu'un, oh, si tu gérais ton argent un peu mieux, tu t'en sortirais mieux. C'est souvent une des barrières. Donc, il est important de reconnaître les barrières systémiques et aussi les réalités de la vie en fonction de l'espérance de vie. Il est important aussi de comprendre que les femmes ou des personnes diverses ont besoin de divers conseils. Il y a beaucoup de planification financière, mais on ne peut pas prendre en compte que tout le monde va travailler en permanence, qu'ils ne vont pas prendre un petit peu de temps de congé et qu'ils vont devoir prévoir un petit peu pour les retraites. Maintenant, les carrières des femmes sont souvent plus interrompues que les carrières des hommes. Ceci doit être pris en compte. C'est d'avoir une base vraiment plus robuste afin de pouvoir expliquer aux gens comment investir et comment épargner et les compétences qui sont nécessaires. Suzanne, si je pouvais vous dire combien mon cœur danse en ce moment. Vous avez vraiment mis le doigt dessus. Ce que quelqu'un m'a dit, et cela, c'était vraiment un moment flash pour moi, c'est que ta valeur propre n'est pas déterminée par ta valeur en liquide quelque part. Et j'espère que tout le monde comprend bien cela. Oui, c'est vraiment, vraiment une réalisation importante. Comme j'en ai parlé tout à l'heure dans l'introduction, demain est la journée internationale de la femme. Cette année, le thème global est embrasser l'équité. L'équité reconnaît que chaque personne a des circonstances différentes et alloue les ressources et les opportunités exactes nécessaires pour atteindre un résultat légal. Le thème de la campagne cherche à faire parler le monde sur les raisons pour lesquelles l'égalité des chances ne suffit plus et qu'en fait, ça peut être une source d'exclusion plutôt que d'inclusion. Si je devais vous demander ce que cela veut dire d'être bien informé au niveau financier, que penseriez-vous de cette question, Sejal? Je vois que vous êtes impatiente. Oui, tout à fait. Tout d'abord, il est important de reconnaître que nous ne vivons pas dans un monde équitable, hein. Les hommes détiennent toujours 70% des richesses. On en revient à ce que je vous disais quand les hommes contrôlent la richesse et que cela détermine la puissance ou le pouvoir et que ceci détermine les politiques de toute évidence.
Ce ne sera pas dans l'optique des femmes. Je ne veux pas dire que cela est néfaste. Tout ce que je veux dire, c'est que leur perception, leur regard sur le monde diffère entre les hommes et les femmes, bien sûr. Ceci doit être pris en compte, bien sûr. Quant à moi, je crois fermement que même dans un monde capitaliste, on peut utiliser l'argent. Vous pouvez dire que je suis une rêveuse et très optimiste, mais je pense que les femmes, et c'est pour cela que les femmes ont besoin d'avoir plus d'argent en main, puisqu'elles sont plus philanthropiques et elles penseront plus à leur communauté pour faire du bien, par exemple. Elles vont donc assigner les dollars à cela. Ce qui est bien, c'est que les femmes commencent à s'enrichir. Nous parlons de 5 trillions de dollars par année. Ceci est parce que de plus nombreuses femmes travaillent. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs. Elles héritent de l'argent et elles se lèvent pour prendre des postes de dirigeants. Donc, il y a une progression et c'est bien. À un moment donné dans nos vies, nous serons celles qui vont prendre les décisions financières à 90%, puisque de plus en plus souvent, les femmes sont célibataires. Suzanne en a parlé très souvent, nous vivrons plus longtemps que notre partenaire, ce qui veut dire qu'il y a cette opportunité non explorée de modifier les politiques. Cela ne suffit pas de récupérer de l'argent. Il est important de considérer ce on va faire avec. Et c'est pour cela que je me concentre sur la littératie financière. On ne peut pas prendre soin des autres si on ne prend pas soin de soi-même pour commencer. De ce fait, il nous faut déjà comprendre le fonctionnement de l'argent. Et je pense que de ce fait, nous pourrons influencer les politiques afin qu'elles soient plus équitables. C'est vraiment très, très bien, Julie. Qu'est-ce que vous en parlez entre être expert financier et l'équité? Je suis d'accord et je corrobore tous les points soulevés par Julie. Comme il est simple, bien sûr, il y a des circonstances différentes. Certaines ont plus de difficultés. Le travail est vraiment d'aller retrouver les personnes où elles en sont, de pouvoir accéder à la connaissance financière tôt dans la vie. Je pense que cela peut leur ouvrir de nouvelles portes. Cela permet de briser l'oppression systémique ou même des schémas générationnels. Et c'est là où cette question financière nous amène à un point d'équité. Les avantages sont énormes, comme il a été dit, pour les personnes, pour les individus et pour les collectivités. D'un point de vue systémique, il est important de se concentrer, de bien comprendre où en sont les femmes afin d'élaborer les ressources qui leur conviennent. En final, d'être bien informé au niveau financier. Cela donne de l'autonomie aux gens. Cela leur donne des moyens. Et cela permet aux femmes de s'élever de situations difficiles, alors que d'autres penseraient que ce n'est pas possible. Comme Gia l'a mentionné tout à l'heure, nous commençons à travailler pour les communautés sous-desservies, mais j'ai vraiment bien aimé l'exemple du Costa Rica. Au Costa Rica, bien sûr, les défis sont autres concernant l'accessibilité. L'Internet n'est pas aussi disponible là-bas qu'ici. Donc, plutôt que de passer au numérique et à l'élaboration d'une plateforme numérique, nous avons lancé un programme de radio et j'ai pensé que c'était vraiment tellement bien puisqu'ils ont pu toucher la population. Donc, ils ont prévu un horaire où il y a un programme J1 et les personnes se rendent en classe et parlent de ce qui a été dit au programme à la radio. De ce fait, il y a de nombreuses façons d'apprendre et surtout pour aller retrouver les gens où ils sont. Et aussi d'élaborer ces ressources. Je l'ai déjà répété souvent, mais je pense que c'est là la solution, de rencontrer les gens où ils en sont et de les aider à s'élever. Ceci est vraiment bien dit. Suzanne, beaucoup de choses sont ressorties. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question?
Mon Dieu, qu'est-ce que je suis inspiré, les conversations au niveau du pouvoir, de l'argent, toutes ces idées. Et le plus nous sommes avertis, le plus nous aurons de pouvoir. Et de ce fait, nous pouvons transmettre ce pouvoir à d'autres. Quant à moi, cela a pris 35 ans pour le Canada en dehors du Québec. Cela a pris 35 ans pour que nous puissions aller de l'avant avec une stratégie de soins des enfants. C'est vraiment long, alors que l'on sait que l'une des choses qui retient les femmes de travailler, c'est de ne pas avoir justement des gardes d'enfants qui soient abordables. Quand les femmes ont plus de puissance, qu'elles sont plus informées financière et qu'elles ont de l'aide avec les enfants, nous pouvons faire avancer les changements de façon plus rapide. Donc, au lieu d'attendre pendant 35 ans, alors qu'il y a vraiment des soutiens avec des enjeux forts qui sont nécessaires, dans ce cas-là, nous pourrons utiliser notre force collective et pour faire bouger, faire tomber les barrières et faire évoluer les politiques. J'adore la passion de nos panélistes, vraiment. Quand j'y pense, quand j'ai commencé ma carrière en tant que comptable, j'ai travaillé dans le service financier. De ce fait, je peux comprendre l'importance de l'éducation financière. Je suis également le père de 3 garçons et je pense qu'il est important de donner au moins des connaissances minimum afin qu'ils soient bien armés pour l'avenir. Je leur ai appris la valeur de l'argent, l'importance d'épargner pour l'avenir et d'utiliser le crédit avec sagesse, d'équilibrer leurs dépenses avec leurs revenus et de prendre des décisions financières intelligentes. Je suis curieux de savoir si vous êtes d'accord et pourquoi il est important de commencer l'éducation financière à un jeune âge. Qu'en pensez-vous, Julie? Voulez-vous commencer? Oui, avec plaisir. Amir, je suis d'accord avec vous de commencer à éduquer les personnes et les enfants. C'est important de planter les graines rapidement et très tôt, permet aux enfants de considérer le monde aussi avec un regard financier. Par le biais de ces programmes, ils peuvent apprendre à gérer l'argent, les différentes carrières, commencer une entreprise ou investir. Je voudrais mettre en avant un programme qui est important et qui est fourni par JA qui s'appelle le programme JA Compagnie. Ce sont des jeunes qui ont lancé ensemble. Ils ont reçu les encouragements de notre communauté et d'entreprise. Cela veut dire que les personnes se rencontrent dans différents bureaux et ils ont leurs mentors qui viennent les voir. Et ces mentors les soutiennent pendant tout le processus. Il y a ce projet de recherche européen et cela aussi mesure les répercussions de ce programme. Les étudiants sont âgés de 15 à 19 ans et dans la première année d'études, on a montré que le programme a donné à de nombreux jeunes la certitude qu'ils possédaient les bonnes connaissances et les compétences nécessaires à la création d'une entreprise. Cela a aussi augmenté la proportion des jeunes hommes et femmes qui préfèrent être à leur compte et qui ont l'intention de devenir entrepreneurs. D'autres études ont montré les impacts positifs du programme de formation en constatant que le programme influence positivement la perception de la possibilité d'exercer une activité indépendante chez les jeunes hommes. Et nous avons compris aussi qu'il y avait des impacts positifs sur les compétences commerciales et les préférences de carrière, les probabilités de fonder sa propre entreprise. Les résultats ont été modérés par sexe avec des répercussions plus importantes chez les jeunes femmes que chez les hommes. Donc, les personnes qui ont cet état d'esprit d'entrepreneuriat, cela les a vraiment assisté. JA développe donc ses compétences et change les mentalités, permettant aux filles de reconnaître très tôt qu'elles peuvent également faire ce que les garçons peuvent faire. Donc, nous tentons de changer un petit peu le discours. Les filles peuvent constituer leur propre équipe ou faire des équipes mixtes dans le cadre du programme d'entrepreneuriat emblématique de JA. Il y a aussi les concours de l'entreprise et chaque année, ils sont vraiment excellents concernant la créativité, l'organisation, la vision, etc. Elles sont vraiment féroces et elles rivalisent pour gagner.
Donc, ces femmes sont en train de tracer leur propre avenir dans les affaires, le gouvernement, l'éducation, la médecine, la technologie, la science, dans tout ce qu'elles choisissent. Je l'ai vu de mes propres yeux. Donc, j'ai bien pu aussi juger cet concours pendant plusieurs années et les jeunes hommes et les femmes sont vraiment incroyablement équipés. Même j'en suis presque jalouse parce qu'elles ont tellement de compétences déjà. Vraiment, elles sont bien parties pour réussir dans leur carrière et dans leur vie. Vraiment, pour terminer, je pense que de commencer jeune, hein, cela a vraiment des répercussions importantes puisque les jeunes dans ces cas-là voient leur choix et leurs possibilités. Et vous, alors, qu'en pensez-vous, Suzanne, cette éducation à un jeune âge? Je vais dire une petite note personnelle et ensuite je parlerai de la fondation, mais en tout cas, j'aurais pu en bénéficier. J'ai grandi, nous n'avions pas de moyens à la maison. Vraiment, le sentiment était de ne pas parler au sujet de l'argent. Si je disais quoi que ce soit, mes parents étaient tellement contrariés, vraiment fâchés, et moi j'avais honte. Donc, l'argent était plutôt connecté au traumatisme. J'avais l'impression que les gens obtenaient de l'argent de façon magique. Mes parents, quelquefois, travaillaient ou pas. C'était difficile. Donc, j'avais l'impression que quelqu'un peut-être avait un arbre qui faisait pousser de l'argent et que c'était facile et que c'était des gens bien et que du coup, il y avait un problème avec ma famille si nous n'avions pas d'argent. Donc, il y avait vraiment des problèmes. Cela causait des problèmes pour moi. J'avais un travail et je demandais aux gens de donner de l'argent pour améliorer le travail. C'était vraiment un travail important et vraiment significatif. C'est un travail dans lequel on parle d'argent tout le temps. Et j'ai donc dû faire du travail avec des planificateurs financiers, avec des coachs financiers et des thérapeutes afin que je sois assez à l'aise pour parler de l'argent aux gens, puisque c'était un point tellement sensible pour moi. Donc, quand je suis arrivé à la fondation plus tôt, ce qui m'inspirait, c'était justement d'éduquer à un jeune âge, et pas seulement en concernant l'argent, mais aussi concernant la confiance financière. Et j'ai trouvé des programmes au Canada qui montraient que les stéréotypes pouvaient être au niveau du travail et autres. Et ces programmes apportaient de la technologie, de la science, plutôt que de dire que les filles ne pouvaient pas faire ceci ou cela. Cela leur a permis de savoir quels sont les emplois disponibles, ce qui les intéresserait en fonction des limites de ce qu'elles pourraient faire ou pas. Et qu'elles aient aussi des modèles et des mentors. Voici quelque chose que j'aurais pu utiliser alors que j'étais jeune. Cela m'aurait été vraiment très utile et je suis vraiment très enthousiaste d'apprendre au sujet de ce programme qui sera disponible partout dans le pays. Comment est-ce qu'on peut parler d'argent sans juger? Comment est-ce qu'on peut en parler de façon libre de nos défis? Je pense que vous ne savez pas toujours les salaires de vos amis, par exemple. Il y a toujours des stigmatisations, des traumatismes, des questions que l'on n'est pas censé poser. Ceci est vraiment ancré dans cette culture occidentale européenne, quelque part. Ce n'est pas impossible. Nous pouvons travailler ensemble et parler plutôt d'argent ensemble et de nous assurer d'aider tout le monde afin que les personnes aient les bonnes ressources, afin qu'ils puissent bien gérer l'argent sans se sentir traumatisés ou stigmatisés ou honteux. C'est vraiment très bien dit. Est-ce que vous avez une idée concernant l'éducation à un jeune âge? Tout d'abord, Amir. Ense- Enseigner à vos fils c'est qu'est l'argent et le programme que vous faites à JA, ça va faire une immense différence. Et ce que je dirais, en vous écoutant, Suzanne, mon enfance a été le contraire de la vôtre. Mes parents parlaient d'argent tout le temps. Et quand j'ai eu 7 ans,
Quand j'avais 7 ans, je savais combien d'argent ils faisaient. Ils me montraient leur talon de paie. Je comprenais le concept de l'impôt. Le gouvernement prend de l'argent et ils ont donc leurs agents et leurs conseillers financiers venaient chez nous parfois dîner, souper. Ils parlaient d'argent, ils parlaient de la valeur de l'argent pour qu'ils prenaient certaines décisions financières et pourquoi pas d'autres, certaines décisions financières. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était des immigrants dans ce pays-ci. Alors pour ma mère, la langue anglaise n'était pas sa langue maternelle. Elle dépendait de moi et de mon frère. Et elle nous disait, c'est quoi c'était non, ces taxes? Comment remplir une déclaration de revenus? Et je raconte cette histoire, ça se passe. Quand mon frère était en secondaire 1, il remplissait la déclaration de revenus de mes parents à la main, en secondaire 1. Et je pensais que c'était normal. Moi, quand je suis allé dans l'industrie financière, j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Vos parents ne vous parlaient pas d'argent? Qu'est-ce qui se passe? Je ne croyais pas les gens qui me disaient ça. Et encore une fois, pour revenir sur ce que disait Suzanne, je voulais changer ça et abolir la honte et la stigmatisation. Parce que à l'âge de 7 ans, tout le monde a développé sa personnalité financière et ça influence nos réussites ou nos échecs à venir. Je ne blâme pas les parents parce que quand je parle des parents, ils me disent ils aimeraient enseigner l'argent à leurs enfants, mais ils ne savent pas quoi leur enseigner. Ils n'ont pas ces compétences eux-mêmes. Alors, ce que je dis aux parents, c'est apprenez ensemble. C'est important de le faire. Et j'ai également des parents qui me disent que l'école va s'en occuper parce que maintenant qu'on commence à voir un peu de littératie financière enseignée à l'école, les parents ont tendance à reculer, à dire d'accord, l'école va s'en occuper. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas aussi simple. C'est bien qu'il y ait des enseignements en littératie financière qui, euh, qui entrent à l'école, mais il y a des études qui ont été menées aux États-Unis qui montrent que l'impact de ces cours améliore un peu la situation, mais ça ne change pas l'issue de la vie financière d'une personne parce qu'une grande partie de nos réussites financières sont axées sur les valeurs. Si vous enseignez certains concepts à l'école et les enfants vont à la maison et les parents font le contraire, dépensent leur argent sans compter, euh, inculquent une certaine honte, pensez-vous que ces enfants vont réussir à bien gérer leur enfant? C'est comme des habitudes, c'est comme enseigner à ses enfants de bonnes habitudes alimentaires, mais ensuite de manger de la pizza tous les jours. Alors, si vous avez des enfants, asseyez-vous avec vos enfants et parlez d'argent. Il faut commencer à abolir cette honte et c'est tout à fait normal de dire, je ne connais pas la réponse à cette question. Apprenez ensemble parce que je pense que c'est très important. Et chaque fois que je parle à des enfants, euh, ils veulent apprendre ce genre de choses de leurs parents et c'est très important de leur donner cette occasion et d'avoir ces conversations qui s'imposent. Et c'est intéressant. Nous avons tous et toutes eu des expériences différentes à l'enfance, mais je crois que tout le monde s'entend sur l'importance de l'éducation financière à un jeune âge. Je l'ai dit au début, je dois un grand nombre de mes réussites professionnelles à des femmes de qui j'ai appris pendant ma carrière. La plupart de mes mentors étaient des femmes, des mentoresses expérimentées qui ont pris un grand intérêt dans le développement d'une main-d'œuvre plus jeune, à développer le talent et je voulais savoir comment est-ce que l'amélioration de la littératie financière et l'autonomisation des femmes profitent aux femmes? Commençons par Suzanne. Eh bien, je serai brève parce que des femmes autonomes deviennent des modèles pour la société. Elles aident à ouvrir la voie à un avenir financier meilleur pour les générations suivantes. Les femmes, qui participent à l'économie sont excellentes pour l'économie. On a besoin des femmes dans l'économie. Et également, lorsque les femmes ont une bonne littératie financière, leurs enfants sont en meilleure situation, en meilleure situation. Et on doit penser à comment créer de la stabilité pour nous-mêmes, mais aussi comment ouvrir la voie pour les autres. Comme vous le disiez, Amir, avec ces leaders que vous avez reconnus, une de des mères fondatrices d'entreprise, je la cite, a dit, nous, alors, jusqu'à ce que chaque femme réussisse, aucune femme n'a réussi. Et c'est une valeur essentielle pour développer cette prochaine génération.
Oui, très inspirant. Sejal, qu'en pensez-vous? Donner aux femmes, en fait, le pouvoir d'être autonomes. Oui, les femmes ouvrent la voie à d'autres dans la société. Si les femmes, comme l'a dit Suzanne, les femmes sont la moitié de la société. Si les femmes tirent de l'arrière, eh bien, ça a un impact négatif sur toute la prospérité économique de la société. J'ai interviewé Pamela Jeffrey qui gère le projet Prosperity. Ils ont publié leur troisième rapport annuel. On en parlait. Elles ont découvert que pendant la pandémie, comme l'a dit Suzanne, bon nombre de personnes, bon nombre de femmes ont quitté le marché du travail parce qu'elles ne pouvaient pas ménager la vie professionnelle, la vie personnelle. Ce n'était pas réaliste de s'occuper de sa famille en travaillant. Et bon nombre de femmes sont revenues au marché du travail, mais bon nombre ont décidé en fait, de renoncer au poste de cadre. Donc, ça montre qu'il y a beaucoup de travail à faire. Nous avons régressé. Mais ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est que la contribution des femmes est essentielle. Ça, c'est l'affaire de tous et de toutes. Si les femmes travaillent, elles ont des emplois mieux payés, c'est qu'elles paient plus d'impôts. Ces impôts financent des programmes sociaux dont tout le monde a besoin. Alors, l'enjeu, c'est notre prospérité économique et nous avons besoin d'en parler beaucoup plus. Je donne des cours à des conseillères, je leur donne des ateliers sur la raison pour laquelle ils doivent commencer ils et elles doivent commencer à prêter attention aux femmes. Et une des diapos que j'ai, c'est un ruban rose. Ils me demandent qu'est-ce que c'est. Il y a deux mots, cancer du sein. Trois mots en fait, et ils ne comprennent pas. Et je leur dis, le cancer du sein a recueilli plus d'argent de fonds que tout autre cancer dans le monde. En fait, les associations contre le cancer du sein ont tellement d'argent qu'elles ne savent pas où le dépenser. Et ce que je leur dis, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer les femmes qui se réunissent dans un but commun euh, entre sœurs et qui utilisent leurs fonds à leurs fins. C'est l'exemple parfait. Alors, ça allume des lumières. Donc, quand je raconte cette histoire, je leur dis, voilà le pouvoir des femmes. Et la littératie financière et l'éducation financière vont amplifier ce phénomène. Il y a des possibilités potentielles immenses dont on peut tirer parti. Je ne sais pas comment vous allez faire un suivi là-dessus, mais que pensez-vous de comment pensez-vous que l'autonomisation des femmes peut profiter à toute la société? Je suis d'accord avec tout ce que Suzanne a dit. Tout le monde a besoin d'être d'avoir une littératie financière suffisante pour participer à toutes nos activités économiques et pour prendre les bonnes décisions financières pour soi-même et sa famille et la communauté. Alors, plus on est capable ensemble, plus on peut créer pour tous et toutes dans la société. À J1, il y a un programme euh, qui s'appelle Un monde de possibilités qui s'adresse aux enfants en fait, aux jeunes du secondaire 2 au cégep. Nous leur présentons des conférenciers inspirationnels, des événements dans des écoles. Et le contenu porte sur la conception de cheminement de carrière pour les jeunes. Et ça vise à leur faire comprendre comment ils peuvent adapter ou utiliser leurs compétences dans d'autres domaines et comment une santé financière peut les aider dans leur carrière. Ça les aide à découvrir les possibilités éducationnelles et les formations existantes. Et ça vise à les aider à acquérir les compétences pour, euh, pour comprendre à quoi ressemble l'avenir, pour avoir un plan, pour acquérir les compétences et les connaissances dont ils auront besoin pour leur carrière. Et ça les aide à se pencher ou explorer des cheminements dans des métiers ou autres. Je crois que très peu d'écoles se concentrent là-dessus, le développement des jeunes filles vers les métiers ou vers certaines professions. Et ça peut être dans des domaines comme la construction, l'automobile. Ce sont des compétences très, très importantes et qui peuvent être très bénéfiques pour les femmes. Et ça va permettre de relever le niveau de toutes les femmes qui pourront mieux participer à notre économie.
on en parle depuis un certain temps maintenant. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire que les connaissances financières sont exigées dans la plupart des choses qu'on fait dans notre vie, que ce soit pour acheter une voiture, une maison, se marier et élever une famille, s'occuper de nos parents ou prendre notre retraite, faire des voyages ou mettre de la nourriture sur la table. Ça me mène à la prochaine question. Selon vous, quel sera le point de départ pour les femmes qui souhaitent acquérir une plus grande indépendance et de meilleures connaissances financières? Et Julie, je pense que vous êtes la mieux placée pour lancer le bal, pour répondre à cette question. Je crois que c'est déjà à parler de certaines initiatives plus tôt. Je crois que tout commence à la maison. C'est important d'avoir ces conversations de façon ouverte et transparente et il faut partager nos connaissances, surtout avec nos filles. Et en plus, il faut compléter ces connaissances, et comme le dit Sejal, en apprenant ensemble. Ça, c'est une grande valeur. Et le campus numérique, jacampus.org, permet aux enfants et à leurs parents d'apprendre ensemble. Il y a beaucoup de contenu qu'on peut apprendre de façon autonome et des ressources très intéressantes. Pour les femmes, et il y a une grande valeur dans les conversations sur l'argent. On a parlé de conversations avec inaudibles. Parler avec vos amis, vous pouvez même partir un groupe de travail, un livre, un groupe de lecture. Ça pourrait être très bien de faire ce genre d'activité. C'est exceptionnel. Si tout le monde peut apprendre ses connaissances, avoir ses connaissances, se soutenir dans cet apprentissage, apprendre en même temps, eh bien, c'est beaucoup plus positif. Dans un groupe, les gens s'aident les uns les autres et s'entraident. Par exemple, on va lire une ressource, on va lire un livre, on va apprendre ensemble, faire une soirée lecture. Et l'avantage de se voir croître les unes les autres est immense. Ah, j'ai appris quelque chose, tu as appris quelque chose, et puis ça suscite des conversations. C'est quelque chose qui peut commencer très petit, mais qui peut ensuite faire boule de neige et donner lieu à des possibilités immenses. Et n'oubliez pas les médias sociaux. Il y a beaucoup de ressources sur Internet, sur Instagram, sur TikTok. Ça peut être un bon point de départ pour bon nombre de personnes qui veulent acquérir des connaissances financières, que ce soit en lisant des livres, que ce soit en améliorant ses connaissances, en investissement, en placement. Alors, il y a beaucoup d'informations et parfois, en fait, je suis tombé sur un groupe de filles qui font des placements ensemble. Alors, il y a beaucoup de perspectives qui s'offrent à vous, mais aussi développer vos connaissances et découvrir ce qui se passe dans le monde financier. Et j'aimerais aussi mentionner les ressources de Sejal, de Suzanne, et elles sont exceptionnelles et c'est fantastique de pouvoir apprendre d'elles et de leurs ressources. Encore une fois, c'est pas donc ce n'est pas tout, tout dans Internet n'est pas bon à lire, donc ayez une perspective critique qu'il faut approcher la chose avec prudence. Pour les entrepreneurs, les entrepreneuses, il y a des groupes en fait, des groupes auxquels vous pouvez vous joindre dans vos comités. La Chambre de commerce locale, par exemple, bon nombre de communautés ont une chambre de commerce. Ça permet d'apprendre à connaître les entrepreneurs de la région. Et si il y a quelque chose qui n'existe pas encore, bien, c'est peut-être une occasion pour vous de créer ce groupe, de parler des finances, d'apprendre à gérer une entreprise, etc. Alors, je gère un espace de coworking. Donc, nous fournissons des ressources permettant aux gens en fait, aux personnes qui travaillent en télétravail ou qui exploitent leur propre entreprise, euh, d'avoir un régime d'assurance collective. Donc, nous soutenons des personnes qui sont dans des situations diverses. Alors, penchez-vous sur ce genre de projet, d'initiative. Et encore une fois, parlez à vos employeurs. Allez voir quelles ressources existent déjà dans votre propre compagnie, dans votre organisation, en matière de planification financière et allez voir s'il y a des écarts. Est-ce que vous pouvez euh, en fait semer quelque chose qui va se développer et parler de ces choses importantes avec vos collègues? C'est une sacrée liste que vous avez. Suzanne, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Mon conseil est de commencer.
Je pense que le temps et la difficulté auxquelles font face les femmes principalement. Et pourtant, vous n'avez pas vraiment besoin de beaucoup de temps, vous n'avez pas besoin d'avoir une maîtrise ni énormément de temps pour vous renseigner. Si vous passez une demi-heure dans votre calendrier pour commencer à apprendre, cela représente 25 heures par an. Et je peux vous dire, vous pourrez résoudre votre profil financier quand vous voudrez. Donc, vous ne pouvez pas tout apprendre d'un seul coup, évidemment, un pas à la fois. Voici les raisons. Et je vais vous dire un petit peu, c'est pour cela que j'ai conçu le cours comme je l'ai conçu, puisque j'ai parlé à de nombreuses femmes et je savais les, les flaques de boue et les autres problèmes auxquels elles faisaient face. Donc, j'ai élaboré un programme holistique pour déplacer un petit peu, faire évoluer l'état d'esprit, l'investissement et tout. J'ai des cours nombreux. Si vous n'êtes pas prête à faire un cours complet, vous pouvez juste vous concentrer sur l'épargne ou les investissements. Vous pouvez prendre des cours plus courts, justement. Mais aussi, vous trouverez une communauté. Vous pourrez poser des questions et à moi-même, comme Julie en a parlé, cette communauté est vraiment importante, hein, surtout quand vous apprenez. Sinon, vous risquez de vous sentir en tant que cavalier seul si vous n'avez personne avec qui échanger les idées. Je vous encourage donc de regarder cela. J'ai aussi une classe gratuite à Instagram, Safe Health. Vous pouvez voir le lien gratuit. C'est 1 heure à peu près. C'est un cours gratuit et vous aurez ensuite une liste, une évaluation qui vous permettra de comprendre un petit peu mieux vos lacunes et connaître aussi vos forces. C'est une petite liste pour vous et à vous de la parcourir. Comme le disait Julie, il y a beaucoup de ressources et vraiment, je vous pousse à regarder. Il y a aussi certainement des informations sur les sites du gouvernement. Quant à moi, je suis sur Instagram. Gardez l'œil ouvert puisque je vois qu'il y a de nombreuses choses qui ne sont pas vraiment de bons conseils. Mais si vous souhaitez être motivé et que vous gardez bien ceci à l'esprit, vous allez en faire plus. Vous ferez votre propre recherche et vous allez comparer bien les sites pour vous assurer d'obtenir la bonne information. C'est un très bon conseil. Suzanne, quelques points de pensée finaux. Je pense que les points d'entrée dont on a parlé sont importants. D'aller dans les bibliothèques publiques, c'est important. Vous pouvez trouver des ressources et des cours. C'est vraiment très simple d'accès. Je vous encouragerais aussi à voir un petit peu, de vous détacher de l'argent, des émotions qui sont liées à l'argent. Donc, euh, aussi, trouvez du soutien par rapport à la honte, la culpabilité, pour voir les choses de façon plus clairement et vous détacher de l'émotionnel. Je devrais vous dire que déjà tout le monde a fait déjà un grand pas en avant puisque c'était une conversation vraiment robuste. On a parlé des points pratiques, des points empiriques, théoriques. Et je pense que tout le monde qui était ici aussi fait un grand pas à un moment vraiment important pour mieux comprendre ce qu'il pourrait faire de façon différemment et avoir de meilleures perspectives. Donc, mes félicitations à toutes les personnes qui étaient ici. Les conversations étaient vraiment importantes et cela vous permettra de vous lancer pour commencer à être autonome et dans vos recherches financières. Ceci est vraiment bien dit. Il y a tellement de bons points sur ces sujets qui ont été soulevés aujourd'hui. Je pense que notre public a de quoi penser et qu'ils vont pouvoir commencer leur parcours éducationnel financier. Je voudrais aussi permettre au public une opportunité de poser des questions aux panélistes. Donc, si vous avez des questions, et j'espère que vous en avez, n'hésitez pas à les envoyer par le biais de la fonction Q et A en bas de votre écran et je vais voir si nous avons déjà quelques questions. Je vous donnerai l'opportunité de nous les soumettre. Oui, nous en avons quelques-unes. En voici une. Suzanne, est-ce que vous pouvez répondre à celle-ci?
Est-ce que certains d'entre vous êtes impliqués dans des conversations ou dans des mouvements au niveau du gouvernement pour justement améliorer les congés de maternité pour les personnes et de s'assurer que les revenus soient améliorés puisque ces périodes peuvent être très difficiles pour les familles et les emmener dans une période d'instabilité? Est-ce que vous pouvez répondre, Suzanne? Oui, la réponse, oui. C'est une difficulté principale pour les personnes et la Fondation des femmes canadiennes en parle dans les politiques. Il y a justement un mouvement pour que les personnes qui sont à leur compte puissent payer dans une association, ce qui peut être une option. Mais en final, dans tout ce qui est les BI, l'assistance sociale, les régimes d'handicap sont pour certaines personnes en survie et cela déclenche des cycles de pauvreté transgénérationnelle. Donc, il est important de le prendre d'un point de vue IA et d'un point de vue des handicaps ou des congés de maternité, de voir comment tous ces éléments s'imbriquent ensemble. Il n'est pas facile de sortir de la pauvreté quand vous regardez des soutiens de revenus qui peuvent être 1 000 $ par mois pour couvrir tous vos revenus. C'est moins que l'assistance sociale. Donc, on ne permet pas justement aux personnes de s'éloigner de la pauvreté. C'est quelque chose que nous devons tous continuer de défendre. Et comme il a été dit tout à l'heure, comme Seja l'a dit, si nous pouvons utiliser nos voix et avoir plus de force, nous pouvons parler d'une voix commune. Et dans ces cas-là, la conversation pourra avancer si nous avons la même. Pour moi, le rôle est différent. Je commence à parler aux influenceurs concernant les structures des impôts. Nous payons trop d'impôts. Je vais en parler justement dans mon émission. On peut parler toujours de salaire supérieur, mais s'il y a les impôts, dans ces cas-là, on a le même montant en poche. Il y a des répercussions. La conversation que j'ai aussi en coulisses concerne les avantages CPP. Nombre de personnes ne sont pas au courant que si vous êtes marié et que votre partenaire décède, vous ne récupérez pas leur CPP automatiquement, surtout si vous avez vos propres CPP. Cet argent disparaîtra. Peut-être que vous pourrez en avoir un petit peu, mais en final, si vous avez votre en propre, vous ne pourrez obtenir les leurs plutôt. Et en final, les femmes vivent très souvent plus longtemps et dans ce cas-là, elles font face à un manque et leur sécurité au moment de la retraite est en risque. Dans ces cas-là, il nous faut nous pencher sur ces justement avantages CPP et de les améliorer. Je ne savais même pas quel bon point. Je suis conscient que nous arrivons à la fin de la séance. Je vois qu'il y a quelques personnes qui vous suivent en plus, ce qui est merveilleux. Je pense que nous leur avons fourni les informations qu'ils souhaitent. Voici le temps alloué pour les questions est terminé. Je pense que cette séance était absolument fabuleuse et je vais vous poser une dernière question. Quels sont les 3 points que vous souhaiteriez que tout le monde retienne bien de notre conversation d'aujourd'hui? Peut-être que je vais commencer avec vous, Sejan. 3 choses. Je dirais une qui est vraiment essentielle. Ce serait de commencer. La confiance, j'entends tellement de femmes qui disent je n'ai pas confiance. Vous ne commencez pas à avoir confiance en étant, c'est en faisant que vous commencerez à avoir confiance. Donc quand vous passez cette première étape de commencer à apprendre, vous commencerez à avoir confiance en vous si vous passez à l'action. Mais si vous restez dans votre tête, cela n'ira pas. Donc faites-vous confiance et sachez que vous avez assez de ressources pour le comprendre. Souvent, nous considérons le monde financier et même la confiance à partir du regard des hommes. Mais j'ai fait un podcast récemment et je disais, oh, me sens pas très confiante. Et j'ai dit, en fonction de qui? Des hommes. Donc, votre confiance, c'est quoi? C'est d'avoir la poitrine en avant, de parler fort et de prétendre que vous savez quand vous ne savez pas. Ce n'est pas d'avoir confiance.
Une femme posera des questions si elle ne sait pas, et ceci est merveilleux. Vous ne voulez pas rentrer là-dedans comme ça. Faites-vous donc confiance et savez que vous avez beaucoup de force et que ce n'est pas vraiment sorcier. Donc, je peux vous promettre que vous pouvez apprendre et vous en êtes capable. Votre sécurité financière pourrait être à risque, mais quand vous avez de l'argent, vous pourrez avoir tellement d'influence, que ce soit votre sœur, vos amis, vos enfants et aussi dans votre communauté. J'en suis convaincu. Ceci est bien dit, Julien. Je vais vous demander aussi la même chose. Pour moi, ce qui est le plus important à retenir, il y a eu tellement de bonnes choses de dites, c'est en fait qu'il reste beaucoup de travail à faire, mais il y a aussi également tellement de potentiel. Je pars donc très optimiste et plein d'espoir. Je pense que nous sommes tout à fait capables de résoudre ceci et d'en éliminer la stigmatisation quand nous parlons de nos finances. Ne sous-estimez pas le pouvoir des femmes. Je le ressens. Je pense qu'il y a quelque chose de vraiment fort alors que nous nous rassemblons et que nous nous sentions responsables de ceci pour nous-mêmes. Je pense que c'est vraiment un moment important et qui aura des répercussions importantes. Je pense aussi qu'il est merveilleux d'entendre parler de toutes les différentes entreprises et de comprendre mieux ce qui est disponible. Dans ce cas-là, je vais pouvoir en parler moi aussi. Encore merci donc à mes copanélistes et aux organisations qui ont permis d'avoir ces conversations. Donc vraiment, je suis enthousiaste, très optimiste et pleine d'espoir. Merveilleuse, Suzanne. Un dernier mot. J'ai adoré tout ce que Julie vient de dire quand elle dit de passer à l'action de façon individuelle et cela va de vous donner les moyens, cela renforcera la force communautaire et que nous pourrons faire avancer les changements qui vont éliminer les barrières et cela nous permettra de créer la société dans laquelle nous souhaitons vivre. Et de ce fait, les actions individuelles pour le bien commun sont absolument essentielles. Et voici, c'est ce que je vais retenir de cette conversation. Merci encore de m'avoir eu avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Suzanne. C'était vraiment très, très, très intéressant. C'était une conversation fantastique. C'était un plaisir immense de vous avoir. Et je suis certain que le public a appris quelque chose qui vont les aider à l'avenir. Je vous remercie encore de nous avoir rejoints, d'avoir posé des questions. Merci encore à l'équipe de communication de Fairstone qui a organisé cet événement. Si vous souhaitez regarder cette conversation ou si d'autres personnes dans votre réseau seraient intéressées par l'information, le, l'enregistrement sera disponible sur fairstone.ca. Merci encore de nous avoir rejoints. Merci à tous. Bonne journée internationale de la femme.